Si on regarde ce qui s'est passé dans le Carmel, au début, les entreprises d'assurance n'ont rien voulu payer, indemniser aux gens. Pourquoi ? En Israël, on fait une différence. Si l'incendie qui a eu lieu est un incendie criminel par intention ou par négligence. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, ce matin, on en parlait à l'instant avec Fino Edri. On ne peut pas ne pas parler de ces forêts, de ces incendies de forêts dans le corridor de Jérusalem, de la dévastation de ces forêts. Et bien entendu, l'un des éléments et de questions que l'on peut se poser, eh bien, c'est de savoir combien tout cela va coûter à l'État d'Israël. Comment va-t-on reboiser ces forêts ? Quel est le coût de cet incendie ? Oui. Alors, pour le coup, on peut comparer à ce qui s'est passé dans la forêt du Carmel. Vous avez sûrement fait l'évocation du rapport qui était de la même ordre de grandeur, mais moins important. Donc, il y a eu plus de En tout cas, moins grave au niveau de la perte en vie humaine, puisqu'il y a eu 41 tués lors de l'incendie du Carmel. Et là, fort heureusement, tout cela s'est terminé sans blessés et sans perte en vie humaine. Ils l'ont souligné, ça a été dû à une commission d'enquête qui avait été faite après, qui a pris des mesures pour que justement éviter le plus important, c'est les problèmes de vie humaine. Concernant les coûts, donc le coût de la Carmel, et il y avait, comme vous le dites, une perte humaine, avait coûté 200 milliards de shkalim. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, et ce que les gens se posent, je ne sais pas, il y a peut-être des gens francophones, Olim, qui nous écoutent et qui habitent cette région, et que, par exemple, ils ont pu avoir tout perdu. On a vu dans les médias israéliens des gens qui avaient, que ça soit pour faire du vin, une vigne, oui, enfin, pressoir. Il y en a des gens qui avaient, j'ai vu, des entreprises pour faire des instruments de musique, et ils ont dit, nous, c'est notre vie que nous avions investie ici, et tout est brûlé. Est-ce que ces gens-là vont être indemnisés ou pas ? Si on regarde ce qui s'est passé dans le Carmel, au début, les entreprises d'assurance n'ont rien voulu payer, indemniser aux gens. Pourquoi ? En Israël, on fait une différence. Si l'incendie qui a eu lieu est un incendie criminel par intention ou par négligence. Maintenant, si c'est par négligence, dans ce cas-là, c'est les entreprises d'assurance qui doivent payer si on est assuré. Bien sûr. Maintenant, si c'est quelque chose de volontaire, dans ce cas-là, c'est l'État qui paye. Alors, dans le Carmel, les entreprises d'assurance ont dit, nous, on veut d'abord que l'État fasse une enquête, savoir si c'était intentionnel ou pas, nous, avant qu'on paye. À cette époque-là, se sont mêlés ce qu'on appelle le Reshutushka, c'est-à-dire ceux qui contrôlaient à l'époque, en tout cas, ces entreprises d'assurance. On a dit, non, on n'accepte pas votre position. Vous savez quoi ? Vous allez indemniser. Si jamais on voit que ça a été volontaire, nous, l'État, on vous remboursera. Mais vous ne pouvez pas attendre la fin de la conclusion de l'enquête pour pouvoir rembourser des gens. Déjà, on a lu dans la presse que les assurances ont déjà dit qu'ils donneraient tout de suite 10-15 000 shekels aux gens qui ont vu leur maison brûler. Alors, j'ai pas tellement compris cette annonce-là parce que, d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu de maison brûlée. Je parle pas des outils de travail. Alors, je ne sais pas pourquoi les assurances, à mon avis, c'est plutôt un coup de pub qu'ils ont voulu faire qu'autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chose suivante. Disons que pour les gens... Non, mais le coût, par exemple, du reboisement de cette région, du réaménagement de cette région, c'est énorme. Énorme, c'est les 200 milliards que je vous ai parlé. Maintenant, ce qui se passe de la chose suivante, ça va durer des années et des années, mais c'est un autre problème. Ça, de toute façon, c'est le budget de l'État qui le prendra en compte, et peut-être le frontement d'ailleurs pour éviter que ils ont parlé de ça, qu'il y a certains arbres qui avaient été plantés là-bas qui sont des endroits des éléments de combustion. Peut-être effrontement pour éviter ça, mais ça c'est une chose, bien entendu, c'est un désastre écologique. Moi, je voudrais parler sur les gens, revenir sur les gens. La presse financière a dit comme ça. Un des responsables de Reshut Shuk, donc qui s'occupe des assurances, a dit, écoutez, d'après ce qu'on sait généralement, il y a 60 à 70% des gens qui font assurer les murs de leur maison. Vous, moi, ça veut dire tous les gens en Israël. Donc, s'il y a eu un problème de maisons abîmées ou qui ont été incendiées, en ce qui concerne la pierre, sans doute, les gens seront indemnisés. Maintenant, il faut faire très attention que beaucoup de gens n'assurent pas l'intérieur de la maison.
ou l'intérieur de leur reproduction. Et là, dans ce cas-là, s'il y a une chose comme ça, un dégât du feu, alors ils ne seront pas indemnisés. Et je crois que ça doit être une leçon pour les gens, tous les gens de façon globale, qui réfléchissent à s'ils ne devraient pas, en Israël, assurer également l'intérieur de leur maison, parce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver souvent. Quand il s'agit de l'extérieur de la maison des pierres, on considère 50 à 100 shekels par mois. C'est vraiment pas quelque chose d'important. Effectivement, quand on veut investir, quand on veut assurer aussi l'intérieur, ça coûte plus cher. Il faut le double ou un truc comme ça, mais il faut réfléchir si ça vaut pas le coup de débourser un petit peu et que dans des cas comme ça, les gens, quel que soit le résultat, auraient immédiatement été indemnisés. Alors, ça, c'est effectivement un véritable problème, une question qui se pose, mais est-ce que côté en Israël, on a l'habitude les choses se font relativement facilement, ou il faut attendre, en général la bureaucratie est très dominante dans ce genre de démarche? Je l'évoquais au début. Dans le cas du Carmel, il y a eu, au début, les compagnies d'assurance ont essayé de tirer la patte, de ne pas payer, et devant ça, les compagnies, ceux qui étaient responsables à l'époque des compagnies d'assurance sont intervenus. Je suppose que ici, encore parce qu'il y aura une pression publique, je pense pas qu'il y aura ça. Mais le problème est le suivant, c'est que, encore une fois, il faudra, si c'est volontaire, alors ça ne sera pas à eux de payer. Et il y a des gens qui disent que ça a été volontaire. Et donc, dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça se passera. Alors maintenant, on va parler de plusieurs données importantes dans le domaine économique qui ont attiré votre attention. On va parler de l'inflation et du chômage. Parce que effectivement, est-ce que l'inflation est en train de relever la tête en Israël? Oui, la presse financière économique en Israël a titré la plus haute inflation annuelle depuis 2013. Moi, je dis qu'il faut remettre les choses en proportion. C'est-à-dire que sur un an, les prix en Israël ont augmenté de 2%. D'abord, ces 2%-là, ça fait partie de ce que la Banque d'Israël a comme but, de dire c'est entre 1 et 3%, but qui a été d'ailleurs objectif, qui a été fixé par le gouvernement, dont on est au milieu, il n'y a pas de quoi s'affoler. Deuxièmement, il faut comparer ces 2%, 1,9 exactement, avec les 5,4 qui sont aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus important. Et pourtant, la Fed, la Banque centrale américaine, n'a pas l'intention pour l'instant de remonter les taux d'intérêt. Et je ne pense pas non plus que la Banque d'Israël le fera. En Israël, si on regarde son inflation de ce mois de juillet, qui a été 0,4, c'était plus ou moins ce que les gens ont pensé, c'était donc il y a eu un problème aussi par rapport au transport, parce qu'il y a le pétrole qui a augmenté, etc. Mais le grand problème en Israël, et c'est le seul problème qui fait monter beaucoup l'indice, c'est le problème des appartements qui ont augmenté, depuis de 8% en un an. Le prix des appartements et les achats d'appartements depuis 2021 ont augmenté, j'ai vu, en tant qu'achat, 40% par rapport à l'année dernière, c'est énorme. Et c'est dû au fait que parce que la Banque d'Israël a fait baisser les taux d'intérêt sur les mashkantaot, sur les prêts hypothécaires, et que les gens ne voient pas tellement de choses pour où est-ce qu'ils peuvent investir. Ils aiment bien sentir qu'on a de la terre, qu'on a quelque chose qui est à soi, et donc c'est pour ça que les gens investissent. Encore une fois, la Banque d'Israël s'attaque et le ministère des Finances en disant oui, ce sont les investisseurs. Ils disent d'ailleurs, cette semaine, ils ont encore dit quelque chose, pas tous les investisseurs, ce sont les fonctionnaires. Et on dit les fonctionnaires font augmenter les prix des appartements. Pourquoi? Ils disent ils n'ont pas été touchés par le corona puisque un fonctionnaire n'a pas été expulsé, et donc ils ont eu de l'argent, et leur argent ils l'ont investi dans l'appartement. Je trouve que c'est un peu court comme analyse, et de toute façon je pense que le résultat pour ça, c'est qu'il faut construire plus en Israël. Et seulement, comme on a un problème de stabilité politique, les différents ministères qui s'occupaient des appartements n'ont pas, ces dernières années, fait des grands projets, ou assez en tout cas. Et au niveau du chômage? Au niveau du chômage, très intéressant, baisse de 28 000 chômeurs. On est arrivé à 6% du chômage. Donc 6%, c'est encourageant. C'est très, très encourageant. Fin juillet. Maintenant, je vous rappelle, sûrement vous avez fait écho de ça, en août, il y a le problème maintenant des gens à qui on leur dit de plus partir à l'étranger. C'est-à-dire, le ministère de la Santé avait dit, il vaut mieux pas partir, et maintenant, en fait, ils ont dit, mais si vous revenez... en quoi ça... Alors, par exemple, les agences de voyage ont dit, c'est un chaos.
Maintenant, les gens ont compris. Bien sûr. Il y a tous ces parties-là de gens qui seraient partis, qui ne partent pas, et ça veut dire Non, c'est-à-dire toute l'industrie touristique, elle est touchée. On va dire pas toutes, mais les agences de voyage, elles sont voilà, sont exactement. Et donc, je pense qu'en août, il y a aussi ça. N'oublie pas qu'en août a commencé, et qu'on va voir cette semaine. Est-ce que, par exemple, puisqu'on parle de ça, dans les arguments pour ou contre un confinement, cette situation, elle est extrêmement dominante. Ça veut dire le fait que s'il y a un confinement, eh bien, il va falloir réinstaurer les fameux khalat, les fameux congés sans solde. Surtout que, comme vous l'avez bien dit d'ailleurs, les allocations Bennett a dit la semaine dernière, il donnait 2,5 milliards de shekels pour les hôpitaux. Ils ne sont pas arrivés les 2,5 milliards de shekels. Donc ça veut dire, vous vous rendez compte. Ils sont pas arrivés les médecins qui doivent encore moins. Oui, c'est scandaleux. Et le problème, parce que c'est le ministère des Finances chaque fois qui bloque. Maintenant, si le ministère des Finances va bloquer aussi après, de nouveau, par exemple, là maintenant, on devrait accorder des aides aux indépendants de ce secteur que vous venez de dire. Je n'ai pas entendu qu'il y a ça. Ils sont allés au Bagatz justement pour demander, pour intervenir. Mais il y a un problème. Alors je ne suis pas sûr qu'au mois d'août, le point de vue du chômage, on sera au même point qu'en juillet. Et puis il y a le problème des agriculteurs aussi, bien sûr. Dont on reparle aujourd'hui. On en reparlera probablement la semaine prochaine. Alors, vous m'avez envoyé un message en me disant « Attention, les banques font des erreurs ». Alors, je dois vous avouer que ça ne me surprend pas tout à fait, mais quelles erreurs ont-elles fait ? Alors, premièrement, j'ai été, il y a quelque temps, avec une Ola Khadasha, 70 ans, une Ola francophone, dans une banque d'ailleurs qui dit qu'elle est spécialisée pour les francophones. Et j'étais stupéfait, c'est la première erreur devant moi de ce que la banquière a osé lui dire. Une femme, que je vous dis, qui était une femme distinguée, et simplement, elle ne comprenait pas tout ce qui se passe en Israël, point de vue bancaire, et c'est normal. Et elle reçoit des choses lui disant « j'ai pas le temps pour vous, je vous ai déjà assez expliqué, etc. etc. » Moi, j'étais à côté, j'étais suffoqué d'abord par le fait qu'on ose parler comme ça à une Ola ou à une femme qui est âgée ou bien à un client. Ne croyez pas, et je lance un appel maintenant, sûrement un des francophones qui nous écoutent et qui sont de l'autre côté des banquiers et autres, il faut qu'ils sachent que Qualita, je suis responsable moi de la banque, de tous les problèmes de banque à Qualita. Déjà depuis la France, ils me demandent des conseils. Les Olim se parlent des uns aux autres et donc ils ont intérêt à donner un bon service aux Olim et au moindre coût parce que les gens se parlent et aussi viennent souvent nous demander des conseils à des gens qui connaissent et ça ne va pas continuer comme ça. Donc ça c'est la première erreur qu'il faut, mais c'est important de le dire. La deuxième erreur que la presse a souligné la chose suivante. Quelqu'un, il y a quelque chose de ça, a envoyé par Internet à la banque faire un virement. Les gens font beaucoup comme ça maintenant. On appelle ça le digital. La Banque d'Israël encourage ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a marqué Reuven, sur cette famille, par exemple, va envoyer à telle personne. Donc, oui. Il a rempli le nom de la personne, il a rempli le nom de la banque où ça doit arriver et le nom de la succursale. Il s'est trompé concernant la succursale. Mm-hmm. Maintenant, c'est vrai que l'application dit est-ce que vous êtes bien sûr de le faire et on fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'application ne fait pas une vérification si les données sont bonnes ou pas. Quand vous êtes sur place à la banque, vous voyez tout de suite que quand vous faites ça apparaît le nom avec qui vous voulez le donner. Et là, l'application dans les banques ne fait pas le travail qui me paraît élémentaire de voir et de dire à la personne qui envoie il y a un problème. Ça ne correspond pas à la personne avec le numéro qui est indiqué là. Alors il a fait donc ça. Heureusement, c'était que 3400 shekels. C'est arrivé chez une autre personne qui ne le voulait pas. Et l'autre personne dit, moi, je veux pas rendre. Et la banque a dit, non, on te rend pas l'argent. Et parce que ça peut être aussi une escroquerie ou je sais pas. Et moi, j'ai dit, donc c'est une erreur, c'est fondamental. Et il faut que les banques fassent des audits, vérifient des applications qui leur permettent de dire aux clients lorsqu'ils font des virements s'ils se trompent ou pas. C'est la moindre des services qu'on peut donner. Oui. Maintenant, moi-même, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'étais dans une banque, mais là, j'étais sur place. J'ai fait dans une banque où j'ai mon compte, j'ai fait une certaine opération et j'ai demandé une certaine somme de cette opération. À ma grande stupeur, et je me suis pas encore relevé de ma stupeur, la banque a fait le double du chiffre que j'ai demandé, a fait comme opération. J'étais suffoqué, alors que elle m'avait encore parlé la veille. J'ai dit, tu fais exactement ça, et c'était signé. Alors c'est incroyable, parce que vous signez des papiers, ils le font pas immédiatement. Après ils se trompent, mais ça peut mettre des gens des fois en minus ou des choses pareilles. Alors j'ai dit attention, la banque fait des erreurs. Mmh. Alors on va maintenant, pour terminer, parce qu'il nous reste une petite minute, parler
d'une amende de 40 millions de shekels qui a été adressée à des sociétés qui se sont chargées de recycler les fameuses bouteilles de consigne. Oui, il y a 9 sociétés qui ont reçu, comme vous venez de le dire, une amende de 40 millions de shekels. Les consommateurs israéliens croient qu'ils font une bonne action pour le civisme, pour l'écologie, en faisant très attention de bien mettre dans les poubelles et de bien mettre dans les les bouteilles en plastique pour ne pas qu'ils soient recyclés et pour ne pas qu'ils polluent la nature. Il y a eu, le ministère de l'Environnement a fait des enquêtes et a trouvé que toutes ces sociétés-là n'étaient pas arrivées à l'objectif qu'on leur avait fixé concernant le fait qu'ils prennent d'ailleurs, d'abord, premièrement, qu'ils récupèrent ces bouteilles-là et deuxièmement, qu'ils les recyclent comme la loi le demande. C'est-à-dire qu'on fait payer aux gens et on fait une loi qui embête les gens croient faire du civisme et en fait, ils le font pas. Et c'est très, très grave et c'est quelque chose qui doit changer parce que sinon, ça ne marchera pas. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique et de la presse économique israélienne pour les sujets dont nous avons débattu pendant les dernières minutes. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve avec plaisir mercredi prochain. Bonne journée, bonne semaine. À la semaine prochaine.